Est-ce qu'on vit une situation d'effondrement et si oui, quelles en sont les principales manifestations, les principales caractéristiques? Alors, au moment de la rédaction et de la sortie de Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, ces questions d'effondrement, effectivement, elles sont en train de jaillir vraiment dans l'espace public, dans beaucoup de rencontres, de débats, dans les discussions. Et moi, à ce moment-là, en fait, j'ai à la fois des réserves sur le caractère prophétique. Je le dis d'ailleurs dans l'essai, voilà, moi je suis pas en mesure en fait de dire s'il va y avoir un effondrement, comment il va se passer. Il y a plein de scénarios différents qui sont possibles. En revanche, ce dont je suis certaine déjà à ce moment-là, c'est qu'on est en train de connaître des bouleversements d'une ampleur que l'être humain n'a jamais connue et d'une ampleur telle que pour certains de ces bouleversements, ils vont entraîner des effets irréversibles et irrémédiablement changer nos manières de vivre. Voilà. Et donc, pour moi, quand je parle d'effondrement, je parle de ça en fait. Donc, voilà, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats, notamment sur est-ce qu'on peut parler d'effondrement au singulier, est-ce qu'il faudrait pas parler d'effondrement au pluriel, est-ce que finalement cet effondrement dont on parle, c'est pas une vision très occidentale, alors qu'il y a plein de pays et de peuples dans le monde qui ont eux-mêmes connu des situations d'effondrement. Donc moi, tous ces débats-là, je les ai trouvés plutôt intéressants et j'ai pas de réponse tranchée là-dessus. C'est-à-dire que sur la question du pluriel ou du singulier, je pense que ça peut prendre la forme de plein d'effondrements de nature différentes et on commence à en voir certains. Hein. Vous avez forcément vu passer les derniers rapports sur notamment sur l'effondrement de la biodiversité, sur les populations d'insectes, d'oiseaux, voilà. Donc là, on a des choses qui aujourd'hui sont confirmées factuellement par des études scientifiques. C'est le cas aussi sur la question climatique, mais aussi sur d'autres seuils, ce qu'on appelle les limites planétaires, sur la question du cycle de l'azote. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup aujourd'hui d'effondrements au pluriel qui sont en train d'advenir. Avec des effets de causalité ou non, ou des effets de simultanéité. En tout cas, voilà, moi je suis plus que jamais convaincue que effectivement, qu'on le souhaite ou non, nos vies vont être profondément bouleversées par tous ces changements. Et puis sur la critique que je trouvais très intéressante qui était faite de cette vision très occidentale voilà, comme si on découvrait qu'il y a des effondrements de par le monde. Moi, il se trouve qu'à cette période-là, et depuis, je suis allée à plusieurs reprises en Syrie et en Syrie du Nord, et que justement, j'ai beaucoup pris appui en fait sur ces séjours dans ce territoire du nord-est de la Syrie, qui est un territoire sinistré. En conflit armé quasi permanent depuis des années, puisque il y a eu la révolution syrienne et les années de répression de la part du régime syrien de Bachar el-Assad. Il y a eu évidemment les combats contre Daesh et aujourd'hui c'est des attaques de l'armée turque. Donc voilà, on est dans un territoire, alors là pour le coup en termes d'effondrement qui est sinistré, où il y a de l'eau courante, et comme l'électricité, c'est très très aléatoire, et où en même temps sur ce territoire un certain nombre de militants et notamment kurdes se sont organisés pour poser les principes d'une organisation auto-administrée
puisqu'ils sont déclarés autonomes du régime syrien, et donc d'un processus révolutionnaire. Et donc, comme je l'ai dit beaucoup depuis, de manière un brin provocatrice, mais en réalité assez sincère, moi j'ai toujours trouvé ça très intéressant d'aller regarder là et dans d'autres endroits comment est-ce qu'on peut, pour le dire avec une formule un peu lapidaire, vivre sans État, sans eau et sans électricité. Et j'ai toujours pensé que ce n'était pas une perte de temps que de se poser ces questions-là. Et je dois dire que plus les années passent, et plus je pense effectivement qu'on aurait tout intérêt à davantage, justement, décentrer notre regard et aller regarder comment ça se passe, justement, dans des zones qui se sont effondrées. Par contre, je crois pas que ça doit venir amoindrir ce dont on parle quand on parle d'effondrement, au sens où je pense que là, l'effondrement dont on parle, quand on parle notamment des limites géophysiques des écosystèmes et de la planète, n'est pas du tout similaire aux effondrements comme ceux qu'on peut connaître en Syrie et dans plein d'autres pays. Parce qu'en fait, là, on parle pas d'un conflit armé, on parle pas d'un gouvernement ou d'interlocuteurs avec lesquels on pourrait soit négocier, soit qu'on pourrait destituer. En fait, on parle de limites géophysiques avec lesquelles il n'y a ni négociation ni destitution possible. Et ça, pour moi, ça en fait vraiment, c'est ça qui, pour moi, fait le caractère inédit et éminemment problématique, justement, de cet effondrement dont je parle dans l'essai. Comment vous définiriez en quelques mots cette pensée éco-socialiste et en quoi, selon vous, elle constitue aujourd'hui une grille de lecture intéressante pour penser le présent et aussi propose un programme d'action à même de nous faire bifurquer. Alors au départ, en fait, moi, mon cheminement vers l'écosocialisme, il vient du fait que donc aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'habite dans la vallée de la Drôme, mais avant ça, j'ai toujours vécu en ville et dans des grandes villes, à Paris et à Rennes. Et en fait, moi, je suis arrivée à l'écologie par le social. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, ce qui a commencé à me forger une conscience politique, c'était avant tout le fait de voir des gens dormir par terre dans la rue à Paris. Et parfois dormir par terre sous des vitrines de magasins qui étaient allumées toute la nuit, dans laquelle il y avait des gadgets électroniques qui clignotaient dans tous les sens, qui avaient été fabriqués en Asie du Sud-Est et dont on sentait très bien que en fait non seulement on n'en avait pas vraiment besoin, mais qu'en plus les trucs allaient tomber en panne au bout de 3 minutes et que que c'était juste un gâchis total. Et donc c'est vraiment au départ par cette question sociale et surtout cette question de se dire en fait un monde qui peut faire cohabiter ces gadgets électroniques venus d'Asie du Sud-Est et des gens qui dorment dans la rue est un monde qui ne fonctionne pas, enfin dont l'échec est patent, visible, évident, on l'a sous les yeux là. Et donc ça a vraiment été le départ. Donc après, assez rapidement, j'ai pu mettre un terme sur ce monde-là qui était en fait un système économique qu'on appelle le capitalisme et qui a effectivement un objectif de rentabilité du capital investi qui non seulement ne se soucie pas des dégâts sociaux et environnementaux, mais a même en réalité besoin de ces dégâts sociaux et environnementaux pour pouvoir continuer à fonctionner et à se développer. Donc en fait, moi, je suis plutôt rentrée par cet aspect social, par les inégalités sociales et ensuite par la critique du système capitaliste. Et en fait, c'est ça qui assez rapidement m'a amené à me rendre compte que en fait, ce qui produisait ces dégâts sociaux était la même chose que ce qui produisait les dégâts environnementaux. Et que en fait c'était les mêmes mécanismes à l'œuvre et que donc dissocier les deux comme c'était le cas à l'époque, ça l'est moins aujourd'hui, mais où il y avait un peu cette espèce de compétition
de moralité et de valeurs entre les luttes sociales et les luttes environnementales, chacun se renvoyant la balle de négliger l'un ou l'autre des deux aspects, me semblait complètement lunaire en fait. Enfin, je trouvais ça incompréhensible qu'on oppose des luttes qui avaient les mêmes causes et donc les mêmes adversaires et donc et les mêmes qui partageaient les mêmes analyses. Et donc l'écosocialisme, en fait, c'est un courant de l'écologie politique qui a commencé à se développer au début des années 70 et qui postule exactement ça, en fait. Qui postule que on ne peut pas envisager l'écologie sans envisager le social et ni envisager le social sans envisager l'écologie. Et pour prendre un exemple récent qui parle à tout le monde, pour moi, on en a eu la démonstration éclatante au moment des Gilets jaunes. C'est-à-dire que en fait, à un moment donné, décréter des taxes sur le carburant qui vont handicaper au premier chef les personnes qui ont le moins d'argent et qui ont le plus besoin de prendre leur voiture pour aller travailler, quand en plus ça intervient un mois après qu'on ait vu le président de la République faire du jet ski dans une réserve naturelle protégée, ça ne peut pas fonctionner en fait. Voilà. En fait, je suis même étonnée qu'il y ait encore des gens qui imaginent que ça va passer, des gens brillants qui ont fait l'ENA et tout ça. Mais en fait, non, ça ne peut pas fonctionner. Enfin voilà. Et c'est pour moi enfin voilà, un des nombreux exemples qui montrent que les deux doivent aller de pair et que il y a une question de justice sociale qui est indissociable des questions d'impératifs climatiques et environnementales de manière plus générale. Vous nous appelez à rester debout, à rester humain et finalement, malgré la catastrophe en cours, à célébrer la moindre parcelle de beauté, de poésie du monde. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous développer cette idée de dignité du présent? Oui, cette notion de dignité du présent, elle vient faire écho à deux choses qu'on a déjà évoquées. À la fois ce que je disais tout à l'heure sur ce contexte de ce moment où on avait l'impression en fait d'un rapport de force extrêmement défavorable et d'avoir des bulldozers en face de nous et que ce qu'on gagnait, on le gagnait pas assez vite par rapport au rythme de destruction, de bétonisation de terres agricoles, de destruction de la biodiversité, de pollution, etc. Et donc la tentation d'aller cultiver son jardin, de profiter du moment présent, de profiter de la vie tant qu'il y en a, et puis d'abandonner les luttes, d'une part, et d'autre part, de ce contexte lié à la collapsologie où il y avait à la fois donc ces critiques qui étaient portées d'envoyer un mauvais signal en fait, d'envoyer le signal si tout est foutu, ça sert à rien de continuer à militer, qui moi en plus me faisait particulièrement gamberger parce que j'avais un peu l'impression qu'on avait passé 10 ans à crier dans le désert sans être entendu et qu'on passait directement du déni à tout est foutu. Et qu'entre les deux, le temps de l'action collective avait été complètement passé à la trappe. Donc c'était un peu dur, je dois dire. Et en fait, c'est vraiment la jonction de ces deux choses-là qui m'a amené à formuler cette idée de dignité du présent, qui consiste à dire en fait que même quand les victoires futures semblent de plus en plus hypothétiques, et peut-être surtout quand les victoires futures semblent de plus en plus hypothétiques, alors c'est le bon moment pour se souvenir que quand on s'engage dans une cause, on le fait pas juste parce qu'on pense qu'on va gagner à la fin, on le fait simplement parce que cette cause semble juste à un moment donné à porter. Et donc c'était une manière de dire, voilà, évidemment qu'on espère toujours gagner à la fin, mais le jour où on comprend qu'on va pas gagner à la fin, c'est pas une raison suffisante en fait pour arrêter, parce que moi je le vois aujourd'hui, il y a plein de combats
ou même de comportements individuels que je continue à adopter, tout en sachant pertinemment qu'ils n'auront strictement aucun effet sur la marche du monde, le sauvetage de la planète ou le renversement du capitalisme ou que sais-je, mais que je continue à faire, ne serait-ce que pour moi-même en fait, pour me sentir pour me sentir digne, pour me sentir humaine, pour me regarder dans la glace et je crois que ça, c'est vraiment un moteur très puissant et que on a peut-être eu tendance, trop souvent, à céder à une vision un peu utilitariste de la politique et du militantisme et que c'était peut-être le bon moment de rappeler que il n'y avait pas que ça. Qu'il y avait aussi cette question simplement de la justesse, de la valeur éthique en fait de certains combats ou de certains comportements ou de certaines limites qu'on se pose, même si on ne se fait guère d'illusions sur l'impact que ces limites vont avoir à plus grande échelle.